Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne ChessMe. Aujourd'hui, pour révision, je vous propose une partie sur l'illustration de comment pense un grand maître, un super grand maître d'ailleurs, pendant une partie d'échecs. C'est en fait la retranscription d'un article de Chess Michel, excellent site internet que je vous recommande, le site de Michel Barré. Alors Chess Michel, c'est amusant, ça ressemble à ChessMe, mais il est beaucoup plus sérieux que moi. Moi, je suis juste côté Barré. Lui, c'est Michel Barré. Et son site regorge d'informations intéressantes. En ce moment, il vous propose même d'ailleurs sa propre database de joueurs à plus de 2100 en téléchargement gratuit. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis surtout, à regarder tous ses conseils. Son site est une mine d'informations. Et donc, sur son site, il y a l'exemple d'une partie, comment pense un grand maître, qui est la partie de Razik contre Anand. Et comme j'ai envie de la revoir souvent ou de lire ses explications régulièrement, eh bien, je fais une petite vidéo. J'espère qu'il appréciera cette promotion et qu'il m'en voudra pas d'avoir retranscrit quasiment mot pour mot le contenu de son site web. Donc voilà, sur cette partie joue en 2000, Anand a les noirs et Drazik joue D4. Alors D4, on remarque immédiatement que ça affaiblit la case E4 qu'on va essayer donc de contrôler. D5 contrôle la case E4. Fou G5, attaque Tropovski. Donc ici, les blancs ont une stratégie assez claire. Ils veulent échanger leur fou contre un cavalier F6, qui crée des pions doublés. Ils vont ensuite essayer de fermer la position et prouver que leurs cavaliers sont supérieurs aux deux fous blancs dans cette position fermée. On voit par contre que la sortie du fou affaiblit le pion B2, ça arrive souvent, donc on peut avoir des idées de dame C6 pour gagner du temps au développement. Pour l'instant, on repousse le fou, H6, fou H4. Donc ça, c'est une petite victoire pour les noirs parce que le fou H4 ne contrôle plus que 5 cases. Il en contrôlait 8 précédemment. Donc il est un petit peu moins fort sur cette case que sur G5. C6 prépare tout simplement la sortie de la dame pour attaquer B2. On note aussi que le fou n'est pas protégé, c'est une pièce en l'air. Ça peut peut-être servir, c'est un motif tactique à avoir en tête. Est-ce qu'on peut exploiter cette position non protégée du fou? E3. Et là, on voit que si par exemple le pion D4 disparaissait, il suffirait de faire dame B4 échec pour gagner le fou. De leur côté, les blancs jouent E3 pour faire fou D3, cavalier GE2, petit roc. Donc ça, c'est leur plan de développement. On arrive à l'identifier. Donc la dame vient se positionner en B6. Elle a du coup un œil sur B4 et puis elle attaque avec tempo le pion B2. Donc c'est un développement rapide. Les blancs jouent B3, et là, du coup, on a cette idée de dame B4 échec qui est dans l'air, et ça nous permet d'attaquer le centre, principe de base. Le pion D4 est en fait cloué, parce que sinon, dame B4 échec gagne le fou. Donc, très bon coup de Anand ici avec E5. On défend le fou et le pion pour les blancs, avec le coup cavalier F3. Pardon, oulala, je suis parti un peu loin. Cavalier C3 ne marchait pas parce qu'il y avait fou B4, et là les noirs prenaient l'avantage. Et les noirs prennent de l'espace avec cavalier E4. Donc avec pion E4, le cavalier est obligé de partir en D2. Et on remarque que la position a changé cette fois. Avec E4, les noirs viennent de fermer le centre et ils ont créé une chaîne de pions qui pointe vers l'aile roi. Donc les noirs vont maintenant avoir comme plan d'attaquer à l'aile roi. A contrario, les blancs ont une chaîne de pions qui pointe vers l'aile dame, ils vont plutôt essayer de se développer vers l'aile dame, où ils auront plus d'espace et plus de possibilités d'attaque. On joue fou E7 et le fou se retranche en G3. Donc ici, c'est important de trouver un plan en fait. Alors comment fait le grand maître? Il n'a pas encore développé ses pièces, donc il faut de toute façon, dans le début de la partie, développer le plus rapidement possible ses pièces. La meilleure pièce des blancs, c'est le fou de case noire, donc il faudrait essayer de l'échanger. Il faudrait aussi essayer de l'échanger en créant du coup une faiblesse sur la structure de pion autour du petit roc blanc. Et la dame n'est pas du bon côté de l'échiquier finalement. Il faudrait qu'elle se recycle vers l'aile roi pour participer à l'attaque à l'aile roi. Donc par exemple par dame D8. Voilà. Donc mise à exécution du plan, développement rapide, fou E6. On se développe aussi selon le plan, on ne peut plus aller en D3, donc le fou va en E2, côté blanc. Cavalier F6, petit roc,
C4, on attaque le centre, pour l'instant bien défendu. Dame D8, la dame se recycle comme prévu. Cavalier C3. Donc là, pour l'instant, les deux camps ont exécuté leur plan de développement. Et les noirs continuent en proposant l'échange des fous, meilleure pièce des blancs, hein, en essayant de créer une faiblesse sur le petit roc blanc, qu'ils pourront ensuite attaquer, puisque leur plan, c'est une attaque à l'aile droite du fait de leur structure de pion. Les blancs refusent de créer une faiblesse sur l'aile droite, ok, donc on reprend avec la dame. Mais on peut continuer l'attaque quand même. On veut faire l'attaque, puisqu'on a un pion en E4 qui prend de l'espace et une bonne case F3 de défense au blanc. On a toujours la structure de pion qui attaque vers l'aile droite. Le centre n'est pas tout à fait stabilisé parce qu'il y a C4 qui pourrait ouvrir, donc il faut faire attention. Pour attaquer, il faut que le centre soit stabilisé. C'est très important pour attaquer à l'aile. Donc il faudrait aussi que ce centre puisse être stabilisé pour les blancs. Par contre, on a plus d'espace à l'aile droite grâce au pion E4. Tour B1, donc les blancs semblent vouloir pousser le pion B et gagner de l'espace à l'aile dame. On termine le développement, cavalier BD7, A4. Donc A4, sans doute dirigé contre B5. Le coup à suivre, c'est sûrement B4. Mais la conséquence d'A4, c'est que B4 est très affaibli et B3 est arriéré. Donc aux échecs, le grand maître essaie de développer son plan, mais aussi d'arrêter le plan de l'adversaire. Et là, avec un seul coup, A5, il peut vraiment freiner l'avancée du pion B3, puisque la case B4 est totalement sous contrôle noir. Donc un bon coup A5 pour contrôler les cases importantes dans le camp de l'adversaire. Et ici, les blancs jouent une erreur stratégique, ils jouent C5. Alors certes, ça attaque la dame, mais du coup, le centre est très stable maintenant. Il n'y a pas de levier possible au centre, à part F3. Ce qui joue plutôt en faveur des noirs pour attaquer à l'aile dame. À l'aile roi. Oh là là. Le centre est bloqué, ce qui joue plutôt... Bon d'accord, vous avez compris. J'arriverai pas à le dire. Alors la dame est attaquée, tout de suite elle doit se reculer, mais C5 c'est vraiment une erreur stratégique, et du coup le plan des noirs doit être adapté. Ils vont profiter de cette erreur aussi pour créer une nouvelle faiblesse dans le camp blanc. C'est Kasparov qui nous dit qu'aux échecs nous avons, alors je lis, le principe des 2 points faibles. Il est rare de battre un fort joueur avec seulement un angle d'attaque. Plutôt que de rester fixé sur un seul point, nous devons exploiter notre pression pour provoquer plusieurs points faibles. Voilà. Et donc, on n'a pas vraiment de point faible à l'aile roi, mais c'est notre cible principale. Et Anand va essayer de créer tout de suite, grâce au coup C5, une faiblesse à l'aile dame, pour avoir deux faiblesses à exploiter dans la position des blancs, de sorte à ce qu'ils aient beaucoup de mal à défendre les deux en fait. Donc comment faire exploiter une faiblesse? Ici on a B3 qui est arriéré, C5 qui est un peu avancé, donc l'idée ça va être de jouer tour FB8, de pousser B6, de doubler les tours sur la colonne B, et de pouvoir attaquer comme ça une deuxième faiblesse qui serait le pion B3, d'être très fort sur la colonne B. Donc pour l'instant la dame est attaquée, on la recule. Tour B2, évidemment, les blancs voient les choses venir et vont aussi doubler sur la colonne B. Tour FB8. Dame B1, donc on voit bien que les deux joueurs comprennent la même chose. Hein. B6. D'ailleurs, Drazik doit peut-être regretter d'avoir joué C5. Le pion est menacé, donc il faut prendre. Tour prend. Tour C1 vient aussi jeter un coup d'œil sur le pion C6. Et tour A, B8. Le plan est réalisé pour les noirs, on a une faiblesse B3 exposée sur laquelle on tape. Mais on ne va pas forcément jouer tout dessus, notre plan principal c'est quand même l'attaque sur le roi, qui au passage d'ailleurs commence à être bien isolé, avec toutes ces pièces noires qui se massent à l'aile dame. Et du coup, les blancs jouent fou F1. Très important, il faut comprendre ce que fait l'adversaire. Pourquoi fou F1? Alors ce fou peut défendre G2 évidemment, mais il libère aussi la case E2 qu'il occupait. Et cette case E2, il la libère pour qui? Pour le cavalier, qui ne sert pas à grand chose en C3 et qui obstrue la colonne de la tour C1. Donc Drazik veut aussi ouvrir sa colonne sur le point faible blanc C6, base de la chaîne de pions. Et jouer cavalier E2 G3 pour défendre son roi. Puisqu'effectivement, le roi manquait un petit peu de pièces, là il y a le fou qui vient, le cavalier va venir et les tours vont s'occuper de l'aile dame. Bonne approche. Mais Anand, très fort joueur, joue H5. Il a compris l'idée de l'adversaire et il va la contrer.
en préparant tout simplement contre cavalier G3, H4. Et le pion H vient aussi participer un petit peu à la fête ici. Bon, cavalier E2, pour l'instant on a aussi la case F4, hein, si on veut, c'est pas très grave. Et H4. Donc voilà, il n'y aura pas de fou, enfin il n'y aura pas de cavalier G3. En plus, G3 c'était une case noire, donc difficile d'attaquer les cases noires, il n'y a plus de fou de case noire. Mais ce petit pion assure ce rôle, on va dire, avec bravoure. Tour BC2, donc ne pouvant pas aller en G3, les blancs se tournent vers le point faible C6. Alors la dame est obligée de venir ici, coup forcé, c'est pas très drôle, pour défendre son pion, mais en même temps elle a aussi un rôle d'attaque sur H2, donc elle est de toute façon mieux en D6 qu'en E7. Donc on peut dire que Anand a presque salué le coup tour C2, parce qu'il avait de toute façon dans l'idée de jouer dame D6. Cavalier F4 menace le fou. Alors le fou ici n'est pas très fort, mais il est quand même orienté vers l'aile roi. Et Anand joue fou F5, tout simplement parce qu'il applique le principe qui veut que lorsqu'on a plus d'espace que l'adversaire, on n'échange pas ses pièces. Celui qui a le plus d'espace doit garder des pièces, celui qui a le moins d'espace doit échanger les pièces pour essayer de se libérer. Tour C5, nouvelle faiblesse dans le camp noir, c'est A5. Même si Anand est un très bon joueur, vous voyez, quand on attaque d'un côté, on laisse toujours, malgré tout, des faiblesses de l'autre côté. Et c'est le cas ici, on a le pion A5 qui est faible. Toutefois, Anand attaque le cavalier en F4, qui est obligé de reculer. Cavalier E2. Et ensuite, il joue un coup assez fin. Enfin, assez fin. C'est aussi une erreur, remarquée, mais une erreur tactique. Mais d'un point de vue stratégique, c'est fin, on va en parler. Cavalier F8, l'idée de ce coup, elle est quand même assez intéressante. C'est de libérer la case D7 pour le fou, de sorte à défendre le pion C6 efficacement. Les tours ne vont pas se sacrifier, ou alors il faudra donner une qualité. Et donc le fou, en fait, se retranche pour ouvrir la colonne F, en fait, qui est très très occupée. C'est curieux d'avoir là maintenant ici l'idée d'utiliser la colonne F, mais pour l'attaque on va avoir peut-être besoin d'une tour en F8 et pousser F5, F4, etc. Donc il faut dégager toute la colonne F, et la première pièce à dégager c'est le fou, sa meilleure case, ce sera en C6, puisqu'une tour pourra du coup être libérée de la défense peut-être de C6. Et donc il joue cavalier F8 avec l'idée fou D7, et puis ensuite libérer la colonne F. Donc c'est assez profond. Mais en plus ça permet de préparer l'attaque avec un bon coup de défense. On sera plus tranquille avec le fou D7 qui défend C6. Voilà. Et puis c'est une pièce qui servait à rien finalement, le fou F5. Alors qu'en D7 il va servir à quelque chose. Par contre malheureusement c'est une erreur tactique. Le Corsica Master se jouait en rapide, donc c'est une partie rapide, c'est pour ça qu'il peut y avoir des erreurs tactiques. Ici les blancs, comme le montre l'ordi, avaient une ressource intéressante en la matière, cavalier C4. Fourchette sur la dame et sur la tour. Et si D prend C4, alors il y a tour prend F5. Donc en fait, il y a un clouage du pion D qui pouvait être exploité par cavalier C4. Mais aucun des joueurs l'a vu en partie rapide, ce qui est plutôt rassurant. Vous voyez, même les super grands maîtres comme Anand peuvent rater des choses. Ou alors, comme nous, il l'a vu juste quand il a joué cavalier F8, on se dit ah mon dieu. Mais bon, ça arrive. Donc Drazik l'a pas vu, il joue dame C2. C'est plus facile de voir quand on a un ordinateur qui nous dit les bons coups, évidemment. Fou D7, on exécute le plan, on défend. Tour prend A5, ce pion était quand même en l'air. Néanmoins, c'est un peu une perte de temps parce que la tour s'éloigne, il n'y a plus vraiment de pression ici sur C6. Du reste, il n'y en avait plus beaucoup après fou D7. Et les noirs prennent l'initiative, ont les mains libres pour attaquer à l'aile roi. Bon, on peut comprendre aussi que les blancs jouent tour A5 parce que la tour était venue là pour ça. Donc les blancs continuent logiquement leur plan et ils vont essayer peut-être de gagner avec le pion A maintenant. Toutefois, l'initiative, c'est quelque chose de crucial aux échecs et j'ai eu du mal à comprendre ce que c'était que l'initiative pendant un moment. Et finalement, j'ai entendu une petite phrase, je crois que c'était de Daniel King, mais je suis pas sûr dans une de ses vidéos. Non, c'était Lévan Aronian pendant une conférence de presse post-candidat où il dit ce sont les blancs qui posent les questions. Et en fait, c'est ça l'initiative, c'est celui qui pose des questions. Et là, les noirs prennent l'initiative parce qu'ils posent des questions aux blancs. Donc les blancs sont obligés de répondre aux questions, c'est plus eux qui peuvent partir dans la direction qu'ils veulent. Cette notion d'initiative, évidemment, je la comprenais dans le principe, mais j'avais du mal à me l'illustrer concrètement. Et je ne sais pas pour vous, peut-être ça vous servira.
J'ai retenu cette petite phrase qui est toute récente, puisque le tournoi des candidats 2018 a lieu en ce moment, que je trouve qui illustre très très bien le concept d'initiative. Les noirs posent les questions. Donc aux blancs de se soumettre et de répondre aux questions, ou de trouver un moyen de poser d'autres questions encore plus fortes. Remettre en question les questions des noirs. Donc ici quand même on a Dame H2 mat, donc G3 pour parer le mat. Dame F6, nouvelle question posée cette fois sur F2, suivie d'un mat en H2, hein, donc c'est des grosses questions quand même que pose Anand ici, grosse initiative. Et ici les blancs décident de donner un petit peu de matériel pour obtenir du contre-jeu et défendre aussi, hein, il faut bien défendre le pion F2. Donc c'est désespéré, mais que faire d'autre? D prend E4 et cavalier C3. Donc cavalier C3, la dame défend F2, donc il n'y a plus de menace. On a déjà 2 pions pour la pièce, on peut en prendre un troisième. Et en plus, la 5e rangée est ouverte pour la tour. Les tours, on pense souvent en colonne, mais ça joue aussi sur les rangées aussi bien. Et en plus, c'est une rangée intéressante. Donc attention au contre-jeu des blancs quand même. Donc Anand a dû se dire, voilà, il va falloir faire attention aux possibilités adverses ici. Néanmoins, sa position n'est pas désespérée. Le pion B3 est en l'air, il peut être pris à n'importe quel moment. Et derrière lui, il y a la case B2 qui permet l'infiltration de la tour sur la 2e rangée, qui doit être l'objectif de tout genre d'échec dans une partie. Si on réussit à mettre une tour sur la 7e rangée ou la 2e rangée, on est généralement très très bien. Donc Anand a ça en tête et il faut qu'il fasse une nouvelle checklist pour savoir comment traiter cette position qui n'est pas forcément très simple. Donc il faut qu'il soit actif, qu'il continue à poser des questions. Et le roi blanc est mal défendu, c'est sa cible principale toujours. Il doit garder l'initiative et essayer de capturer le pion B3 pour entrer ensuite en B2. Donc on va voir comment il va faire. Continuer à garder l'initiative, donc à poser des questions en attaquant le point faible des blancs, le roi. Voilà qui est fait avec H prend G3. H prend G3, tout de suite c'est un petit peu forcé, sinon on va avoir des problèmes. Et Dame H6, on trouve une nouvelle case faible dans le camp blanc pour entrer et menacer à nouveau échec et mat. Donc vous voyez que Anand trouve un chemin vraiment très efficace pour poursuivre son initiative. Fou G2, il n'y aura pas mat, le roi peut se sauver vers F1. Et donc a priori Anand peut pénétrer dans la position blanche par Dame H2 et il utilise la deuxième, il n'est pas omnibulé par cette possibilité, mais utilise la deuxième possibilité qui est dans sa checklist, qui est de prendre le pion B3 et de rentrer sur la 2e rangée, de sorte à prendre un peu le roi en étau. Donc vraiment il y a une vue globale de l'échiquier. Tour prend B3. Donc les blancs, eux, vont essayer de lancer leur pseudo-contre-attaque, d'avoir du jeu d'une façon ou d'une autre, par cavalier prend E4 qui récupère un pion au moins et qui remet une place dans le jeu. On a tour G5 aussi, échec qui arrive. On a des possibilités, enfin on essaye de trouver du contre-jeu, mais c'est difficile hein, pour les blancs. Et les noirs ne se laissent pas déconcentrer et jouent tour B2. Donc ils ont réalisé à peu près toute leur checklist précédente. Garder l'initiative, attaquer le roi et pénétrer sur la 2e rangée. Les blancs jouent tour G5 échec. On part l'échec avec cavalier G6. Et la dame est en prise quand même, il faut la pousser. Dame C5. Alors, il faut vérifier les menaces des blancs, bien sûr. Mais il faut vérifier aussi si cette fois on n'a quand même pas le moyen d'achever les blancs, puisqu'on a quand même réalisé des objectifs stratégiques hyper importants, comme avoir des lignes ouvertes sur le roi et de l'attaquer de toutes parts. Donc ici, on est presque dans une position de problème. Vous pouvez essayer de résoudre la position en la mettant sur pause, voir comment achever en quelque sorte le roi blanc. C'est une petite combinaison assez simple. Anand a joué Dame H2 échec pour commencer. Roi F1. Ici, il faut faire preuve d'un petit peu d'imagination. Cavalier prend E3. L'idée, c'est que quand le pion va bouger, évidemment, il va ouvrir la colonne pour les pièces lourdes sur la rangée, enfin la rangée pour les pièces lourdes et ce sera mortel pour le roi blanc. Donc cavalier E3 échec, on peut pas vraiment prendre parce qu'il suivrait Dame prend G2 échec, roi
E1 et Dame E2 mat. Donc, si on prend pas, je vois pas ce qu'on fait, l'ordinateur propose roi, tout est mat en 2 coups, on fait roi E1, cavalier G2 échec, le roi revient en F1 et Dame H1 mat. Donc, dans cette position, Drazik a abandonné. Donc, voilà, c'est le petit exercice proposé par Chess Michel, site que je vous recommande, et que j'ai décidé d'enregistrer en vidéo pour le revoir régulièrement. Je trouve que c'est une bonne façon aussi de regarder les parties de grands maîtres, essayer de retrouver ces explications à chacun de leurs coups, plutôt que de les dérouler passivement. Euh, Quand une partie vous intéresse, vous pouvez essayer de retrouver ces plans, retrouver la raison des coups, en appliquant un petit peu des pensées comme ça. C'est pas la peine, vous avez vu, de calculer des variantes très poussées, mais plutôt de se baser sur les principes. Alors toutes les parties s'y prêtent pas évidemment, mais celle-ci s'y prête bien, et donc je trouve que c'est une très bonne illustration de l'approche stratégique d'un grand maître. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça encourage, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à bientôt. Au revoir.